Bonsoir et bienvenue à tous dans L'œil du cyclone, votre émission de géopolitique. Comme chaque semaine, nous allons nous plonger dans un sujet complexe, contemporain. Aujourd'hui, mise en lumière des relations diplomatiques et économiques de l'Amérique latine, de leur émancipation de l'impérialisme états-unien aux enjeux mondiaux actuels. Du 7 au 11 juin 2022 s'est tenu le sommet des Amériques, un sommet organisé par les États-Unis. De fait, Joe Biden a depuis son élection la volonté de se rapprocher du continent, mais ce sommet montre les limites de cette approche. Les États-Unis ont fait le choix de ne pas inviter le Venezuela, Cuba et le Nicaragua, pour des raisons politiques. Ces pays ne partagent pas la même vision politique, puisque l'administration américaine estime qu'ils ne respectent pas les principes démocratiques. Les sommets des Amériques, qui avaient été initiés en 1994 à Miami par le président Bill Clinton, désireux de lancer un vaste accord régional de libéralisation du commerce et d'effacement des barrières douanières. Mais les États-Unis ne semblent plus être en faveur d'un libre-échange et l'administration Biden reprend les réflexes protectionnistes de son prédécesseur Donald Trump. Ainsi, suite à la décision d'exclure certains pays, le président mexicain et la présidente du Honduras ont annoncé qu'ils ne participeront pas à l'événement. Au lieu d'affirmer et de consolider une unité dans le continent, ce sommet met en lumière les divisions qui structurent les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. Pour comprendre cette évolution des relations des États-Unis et de leur ancienne chasse gardée, nous devons revenir en arrière, à l'époque de l'hégémonie américaine sur le continent. Retour à l'époque où la doctrine Monroe dictait largement les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. Cette semaine, nous vous invitons donc à réfléchir à la manière dont l'émancipation politique et économique des États d'Amérique latine a influencé leurs relations avec les États-Unis et a ouvert la voie à de nouvelles alliances dans un contexte géopolitique en constante évolution. Pour commencer, nous devons remonter au début du XIXe siècle, dans un contexte où le gouvernement des États-Unis s'inquiète de deux dangers. Les ambitions russes, sur l'Amérique du Nord, en Alaska notamment, et les menaces d'intervention de la Sainte Alliance sur l'ancien empire colonial espagnol. À cette époque, les États-Unis étaient résolus à étendre leur territoire vers l'ouest et à consolider leurs relations avec les nations européennes. Pendant ce temps, les colonies espagnoles d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud revendiquent leur indépendance. Inquiets face à l'éventualité d'une poursuite de la domination européenne sur le continent, les États-Unis développent alors la doctrine Monroe. Le 2 décembre 1823, lors du 7e discours annuel sur l'état de l'Union devant le Congrès, James Monroe prononça un discours marquant, bien qu'il n'ait jamais imaginé que cette doctrine porterait son nom. Attention, les propos qui vont suivre sont issus de notre interprétation de ce qu'aurait pu être le discours du président Monroe devant le Congrès, et ils n'engagent nullement la position américaine. Bonne continuation. Mesdames et messieurs, très chers membres du Congrès, mes chers compatriotes, c'est un plaisir et un honneur pour moi de me présenter aujourd'hui devant vous à cette adresse annuelle au Congrès. Je saisis cette occasion pour fortifier notre nation et clarifier nos relations avec nos partenaires et amis européens. Le temps de la colonisation des Amériques est révolu et nous devons écrire ensemble une nouvelle page dans nos relations. Je souhaite aujourd'hui affirmer l'indépendance des peuples d'Amérique dans une volonté de respect de nos amis et partenaires européens. En vertu de cette bonne entente, toute intervention de leur part sur le territoire des Amériques sera perçue comme un acte offensif, une menace pour la paix et la sécurité de nos nations. Cette nouvelle doctrine peut se résumer très simplement: l'Amérique aux Américains. Au sein même de notre nation, j'entends les débats entre isolationnistes et interventionnistes. Ils sont le signe même de la vitalité de notre démocratie. Mais je tiens ici à souligner notre engagement à ne pas nous immiscer dans les affaires européennes. Ces conflits internes du vieux monde ne nous concernent pas. En contrepartie, j'appelle les puissances européennes à respecter pleinement l'indépendance et la souveraineté des nations d'Amérique. Ces nations ont le droit d'être maîtres de leur destinée sans ingérence étrangère. Nous sommes déterminés
à protéger notre souveraineté et à garantir la sécurité de notre peuple, en travaillant ensemble dans le respect de chacun. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus pacifique et plus prospère pour tous. Merci à tous. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. God bless America. Yes. Wow. Wow. Amazing. It's amazing. I don't know what to say. Peu de temps après le discours de James Monroe, en 1826, Simón Bolívar, dit El Libertador, surnom obtenu après son engagement dans la libération des pays d'Amérique latine, convoque le Congrès de Panama, une conférence dont le but est de rechercher l'union des anciennes vice-royautés espagnoles d'Amérique. Lors de cette conférence, il propose d'inclure la doctrine Monroe comme l'un des points clés de discussion. Le but est d'utiliser cette doctrine dans le cas où la couronne d'Espagne tenterait de se réengager sur le continent. Lors de son adoption, l'Amérique latine a bien accueilli le discours de Monroe, malgré les questionnements sur la véritable intention de la doctrine. Une partie des doutes provenait du manque de puissance militaire des États-Unis. Mais si le discours a contribué à l'indépendance de certains pays d'Amérique latine, en raison de leur puissance militaire limitée, les États européens n'ont pas accordé trop d'attention au discours. Ils ont également maintenu leur présence en Amérique, soit commercialement ou encore dans leurs colonies. Bien que la doctrine Monroe s'annonce comme non interventionniste, elle a été associée à une montée du nationalisme américain. Et les États-Unis sont devenus la principale puissance régionale en Amérique latine au nom de la protection de leurs intérêts nationaux. Certains pays d'Amérique latine sont demeurés dépendants des États-Unis, ce qui a entravé leur développement économique et politique. La diplomatie du dollar permet également d'investir afin d'exploiter de nombreuses ressources, créant un lien de dépendance financière avec les États-Unis pour de nombreux petits États. Aujourd'hui, avec les archives de la police secrète retrouvées dans les années 80, nous pouvons retracer précisément les plans des États-Unis pour maintenir dans leur ère d'influence les pays d'Amérique latine. Elle retrace l'ensemble des opérations menées par plusieurs pays d'Amérique du Sud afin d'éliminer les opposants politiques avec le soutien de la CIA. Ces archives prouvent l'existence d'une coopération entre ces différents régimes. L'opération Condor. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parmi les vainqueurs, deux grands blocs se forment, celui de l'Ouest, avec les États-Unis à l'idéologie capitaliste, et celui de l'Ouest avec l'Union soviétique communiste. La guerre froide, opposition politique, économique et culturelle entre ces deux puissances que tout oppose, débute. Chaque bloc souhaite faire entrer dans sa sphère d'influence d'autres nations. Les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud sont la chasse gardée des États-Unis, et cela depuis le début de l'impérialisme américain, débuté à la fin du XIXe siècle. Certains endroits sont devenus des quasi-protectorats, comme Cuba, avec l'installation de la base navale de Guantanamo. De même, le Panama, où des forces militaires sont déployées dans la zone du canal. En 1901, le président Theodore Roosevelt énonce la doctrine du Big Stick. Il s'agit de protéger les intérêts économiques des États-Unis sur le continent et, s'il le faut, d'employer la force militaire pour y parvenir. Malgré une volonté, dans les années 30, de ne plus intervenir dans les affaires internes des pays d'Amérique latine, l'anticommunisme lié à la guerre froide relance le processus d'ingérence. Afin d'empêcher les pays du continent de basculer dans le communisme, les États-Unis entament dès 1950 des négociations pour établir une défense commune sur le continent. Le pacte de Rio de 1947, aussi appelé Traité interaméricain d'assistance réciproque, établit qu'une attaque sur un État américain est considérée comme une attaque sur tous les pays américains. Cette peur rouge mène à la doctrine de la sécurité nationale qui justifie un coup d'État militaire sur un gouvernement jugé trop socialiste, voire communiste, afin de garantir la défense et la sécurité du pays. C'est également par cet acte qu'est fondée l'Agence centrale de renseignement américaine, plus connue sous le nom de CIA. Cette doctrine intègre également la pratique d'une économie capitaliste dont la sécurité et le développement sont les maîtres mots. À partir de 1951, des accords bilatéraux sont conclus entre les États-Unis et plusieurs pays latino-américains. Les États-Unis forment également des officiers militaires, fournissent armes et équipements, partagent des informations confidentielles
et envoie des conseillers sur place. Plusieurs pays vont alors être le théâtre d'opération de cette politique extérieure. À Cuba, le renversement du régime de Batista, président sous la coupe des Américains, par les troupes révolutionnaires de Fidel Castro, est un choc et une menace pour l'hégémonie des États-Unis. Fidel Castro se rapproche de l'URSS pour se protéger d'une invasion américaine, autorisant même l'installation de missiles soviétiques sur son territoire, provoquant ainsi la crise des missiles de 1962. La peur de voir le communisme se répandre va justifier la prise de pouvoir des politiciens autoritaires avec la complicité de Washington. Chaque pays d'Amérique du Sud connaît alors des situations similaires entre 1954 et 1976. Cela débute avec le Paraguay. Le pays vit 9 putschs entre 1950 et 1954. Le général Steiner réussit à définitivement s'emparer du pouvoir. Candidat unique à l'élection présidentielle, il se fait ensuite réélire grâce à des fraudes électorales jusqu'en 1959. Le pays reste secoué par de nombreux mouvements de résistance et toute opposition est réprimée. Au Brésil, en 1964, le président João Goulart, qui tente des réformes sociales dans un climat inflationniste, est renversé par un putsch militaire soutenu financièrement par la CIA. Le Congrès est dissous, la Constitution suspendue, un centre d'instruction afin de lutter contre les révolutionnaires est créé. Des escadrons de la mort sillonnent le pays et écrasent toute opposition. En Bolivie, plusieurs dictatures militaires s'enchaînent depuis 1952. Après avoir écrasé la guérilla révolutionnaire menée par Che Guevara et assassiné le symbole de la révolution cubaine. Le général Hugo Panzer, soutenu par le régime militaire brésilien et les États-Unis, dirige un coup d'État en août 1971. Opposition muselée, répression féroce, le dictateur reçoit même les conseils spéciaux de l'ancien nazi Klaus Barbie, réfugié en Bolivie à cette époque. L'Uruguay connaît aussi une instabilité économique et politique chronique depuis les années 50. Inflation et crise bancaire déstabilisent les gouvernements qui se succèdent sans résoudre les difficultés. En juin 1968, des mesures d'exception, qui vont devenir permanentes, sont promulguées. Censure, détention sans inculpation, internement des syndicalistes. La situation est très tendue entre groupes d'extrême droite, soutenus par la CIA, et d'extrême gauche, dont le mouvement le plus connu est celui des Tupamaros, qui vont être enlevés et exécutés. Enfin, le cas du Chili est l'exemple type de l'opération Condor. En septembre 1970, c'est Salvador Allende qui est élu. Il vise la mise en place d'un État socialiste par le processus démocratique. Le chemin chilien vers le socialisme, comme il le nomme. Il est soutenu financièrement par le KGB, ce que les États-Unis ne peuvent ignorer. Après l'échec d'un enlèvement, les États-Unis soutiennent alors les actions terroristes de groupes d'extrême droite, mais également l'opposition parlementaire pour faire chuter Allende de manière légale. Le président fait entrer des militaires dans son gouvernement pour calmer la droite et forme un gouvernement de défense nationale en août 1973. Après un putsch de l'armée, le général Augusto Pinochet prend la tête du pays. Une dictature militaire se met en place. Pinochet dirige le pays pendant 17 ans. La répression d'Augusto Pinochet est marquée par de multiples violations des droits de l'homme. On dénombre plus de 3200 morts et disparus, plus de 38 000 torturés et des dizaines de milliers d'arrestations de dissidents. La peur rouge, celle de voir le communisme s'imposer en Amérique du Sud, est à la base de ce système qui a vu les États-Unis placer des dictatures au pouvoir et soutenir des organisations terroristes interétatiques qui en ont profité pour éliminer tous les opposants. Dans son jargon, la CIA utilise le terme de blowback pour désigner des conséquences imprévues de manœuvres secrètes. L'opération Condor en est un exemple parfait. Après la guerre froide, les États-Unis vont progressivement perdre de leur influence en Amérique du Sud. Finalement, en novembre 2013, John Kerry, secrétaire d'État sous la présidence de Barack Obama, déclare « L'ère de la doctrine Monroe est révolue ». L'interventionnisme américain décroît au cours du XXIe siècle, bien que son influence ne continue d'irriguer le monde par d'autres canaux. In the early days of our republic, the United States made a choice about its relationship with Latin America.
President James Monroe, who was also a former Secretary of State, declared that the United States would unilaterally and as a matter of fact act as the protector of the region. The doctrine that bears his name asserted our authority to step in and oppose the influence of European powers in Latin America. And throughout our nation's history, successive presidents have reinforced that doctrine and made a similar choice. Today, however, we have made a different choice. The era of the Monroe Doctrine is over. The relationship, that's worth applauding. That's not a bad thing. L'influence américaine se répand aussi par son soft power. Avec Hollywood, ou les grandes marques qui sont très présentes à l'international et en Amérique latine, l'influence et le mode de vie des États-Unis est devenu quasi hégémonique. Historiquement, il y a une autre raison à la grande influence du soft power américain. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont mis en place le Plan Marshall, officiellement connu sous le nom de Programme de rétablissement européen. Ce plan est censé aider les Européens à se remettre sur pied après la guerre qui avait causé d'importants dégâts sur le sol des Alliés et non sur le sol des Américains. Ces derniers n'avaient donc rien à reconstruire et avaient même gagné de l'argent pendant le conflit grâce à la vente d'armes. Les États-Unis ont proposé de l'argent aux Européens avec pour condition que ces derniers l'utilisent pour acheter des produits et des matériaux américains. Ils proposent 13,5 millions de dollars. La raison principale de la mise en place du plan Marshall était la peur que l'Europe de l'Ouest soit absorbée par l'Europe de l'Est, qui était alors sous influence communiste. L'Union soviétique et l'Europe de l'Est ont refusé cette offre. L'URSS a vu d'un mauvais œil cette initiative et a donc créé son propre plan, appelé Conseil d'assistance économique mutuelle. Cette rivalité a précipité la division de l'Europe et annoncé le début de la guerre froide. Après la fin de la guerre froide, les démocraties d'Amérique latine sont désormais solidement installées. Nous pouvons observer qu'un changement significatif s'est opéré dans le paysage géopolitique de la région. On assiste alors à un déclin progressif de l'emprise des États-Unis. Cette évolution est le résultat d'une conjonction de facteurs complexes qui, au fil du temps, ont affaibli la prédominance traditionnelle des États-Unis en Amérique latine. Revenons plus en détail sur ces facteurs. La réalité politique actuelle en Amérique latine est plus complexe que jamais. Les relations entre les États-Unis et de nombreux pays semblent s'atténuer de plus en plus alors que Washington s'occupe de priorités nationales et mondiales urgentes et que les gouvernements d'Amérique latine sont absorbés par des défis nationaux et cherchent activement à établir des alliances multiples. D'un point de vue économique, la crise financière de 2008 a exposé les failles de l'économie américaine, entraînant des répercussions à l'échelle mondiale, y compris en Amérique latine. Les politiques interventionnistes passées des États-Unis en Amérique latine, souvent perçues comme impérialistes, ont alimenté un ressentiment anti-américain dans la région et ont miné la crédibilité de leur influence. Il en résulte une région qui façonne son avenir bien plus qu'elle n'a pu façonner son passé. Mais pour parler de cela plus en détail et de manière plus approfondie, j'ai la chance d'accueillir dans cette émission M. Edward McClay, chercheur auprès du think tank américain en stratégie de Geopolitics et membre du programme d'études stratégiques et internationales de Washington. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons M. Will Douglas, spécialiste des relations latino-américaines à Washington. Bonjour M. Douglas. Merci pour votre invitation. Pour commencer, est-ce que les États-Unis doivent endosser une part de responsabilité dans ce déclin? Je pense que oui, c'est indéniable. Les États-Unis constituent eux-mêmes une des sources de ce déclin. Au cours des dernières années, le pays a montré un désintérêt stratégique envers les pays latino-américains. Les politiques américaines mettent aussi de moins en moins l'accent sur le développement de la coopération sur ce continent. Et par ailleurs, les années 2000 ont été marquées aussi par de fortes divergences entre les pays d'Amérique latine et les États-Unis. Ils n'étaient plus en mesure de façonner et d'influencer le système régional, et j'irais même jusqu'à dire qu'ils ne le souhaitaient plus. Donc, quelle a été pour vous la présidence qui a eu le plus d'impact sur les relations avec l'Amérique latine? Alors les avis divergent sur ce sujet-là.
mais indéniablement, je dirais que l'administration de George Bush a marqué un tournant dans ces relations. Certaines de ces politiques ont alimenté des tensions et des méfiances dans cette région, ce qui a affaibli justement l'influence des États-Unis. Déjà, l'impopularité de l'administration de George Bush en Amérique latine était en grande partie attribuée à sa politique étrangère et notamment à la guerre en Irak et sa gestion justement de celle-ci. Les pays d'Amérique latine ont largement désapprouvé cette invasion car ils considéraient que c'était une violation du droit international. Cette opposition a aussi entraîné une détérioration des relations entre les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine, notamment le Venezuela ou la Bolivie. Je pense aussi que la guerre contre le terrorisme menée par Washington a provoqué en partie la fracture avec l'Amérique latine. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu également la collaboration entre Washington et Alvaro Uribe, l'ancien président colombien, qui a été vivement controversée. Pour vous remettre un peu dans le contexte, l'administration Bush soutenait alors l'approche militarisée du président colombien contre les groupes armés en fournissant justement une assistance militaire. C'est donc bien un des nombreux exemples de l'ingérence américaine dans les affaires colombiennes et plus largement de l'Amérique latine. Vous parlez là d'incohérence politique. Concrètement, comment s'est-elle articulée? Une incohérence notable est l'approche des États-Unis envers les gouvernements élus démocratiquement, en particulier ceux de gauche considérés progressistes. Bush s'est notamment opposé aux dirigeants de gauche élus dans la région, mais cela n'a fait qu'exacerber les tensions. Il a alors soutenu ouvertement des gouvernements conservateurs pour faire contrepoids aux dirigeants progressistes ou de gauche, qui étaient perçus comme une menace pour les intérêts américains dans la région. Un exemple frappant de cette tendance est la relation entre les États-Unis et le Venezuela avec les présidents Hugo Chavez et son successeur Nicolás Maduro. Alors que ces gouvernements ont été élus démocratiquement et ont joui d'un soutien infaillible de la population, les États-Unis ont souvent adopté une posture hostile et ont tenté de délégitimer ces régimes en les qualifiant de dictature ou de régimes autoritaires. Et dans ce contexte, l'Amérique latine est devenue de plus en plus résolue justement à défendre sa souveraineté et aussi son indépendance politique face à l'ingérence étrangère. Avec des dirigeants justement plus audacieux et un sentiment renforcé d'identité régionale, l'Amérique latine s'est affirmée comme un acteur mondial capable de défendre ses intérêts et de résister aux pressions extérieures. Est-ce que vous pensez que les perspectives sont différentes après l'élection de Biden? Différente, je ne sais pas. En tout cas, c'est sa volonté de retrouver une unité sur le continent. Mais il fait face à de nombreux défis, surtout après le mandat de Donald Trump, qui a été marqué par des politiques commerciales et migratoires très répressives. L'ancien président avait aussi exercé des pressions contre Cuba et le Venezuela en vue d'obtenir un changement de régime dans ces pays dits socialistes. Malgré cela, Joe Biden a envisagé, après son élection, un nouveau plan pour favoriser des rapports plus solides avec les pays d'Amérique latine. Ce projet, qu'on appelle Plan Biden, est la pierre angulaire de la stratégie latino-américaine du nouveau président. Pour résumer rapidement, il s'agit de mettre en place une stratégie globale permettant à terme de transformer ces pays en sociétés dites de classe moyenne. Mais ce que Joe Biden tente de nier, c'est qu'à la différence du passé, ces gouvernements ont choisi de continuer à suivre leur propre voie, à construire leur avenir. Aussi récemment, beaucoup avaient l'espoir que l'élection du président Lula au Brésil conduirait à un renforcement justement des liens avec Washington, après la présidence controversée de Jair Bolsonaro. Et c'est plutôt l'inverse justement qui s'est produit, et cela s'est plutôt transformé en tension suite justement aux commentaires de Lula suggérant que les États-Unis contribuaient à attiser la guerre en Ukraine. Parlons-en justement de cette invasion de l'Ukraine par la Russie. N'a-t-elle pas impacté la politique étrangère des États-Unis sur le continent? Si, définitivement, le conflit en Ukraine, mais aussi les tensions grandissantes avec ses rivaux comme la Chine, ont monopolisé l'agenda et les ressources des autorités publiques. Cette focalisation accrue sur ces questions a inévitablement relégué partiellement d'autres priorités en matière justement de politique étrangère. Ces préoccupations ont aussi détourné l'attention des efforts
visant à promouvoir un programme hémisphérique plus efficace. Merci pour cet éclairage. Merci de nous avoir accordé de votre temps aussi. Je vous en prie, merci. Cet échange permet de confirmer que la politique étrangère américaine, qu'on peut qualifier d'interventionniste, a participé au déclin d'influence de ce pays. Ces politiques ont laissé des traces profondes dans de nombreux pays et alimenté un ressentiment durable à l'égard de la puissance américaine, sapant ainsi son influence. Mais le changement de politique étrangère des États-Unis n'est pas seul responsable de ce déclin. Les pays d'Amérique latine ont aussi eu à cœur de développer l'intégration régionale. Plusieurs institutions ont alors émergé. L'un des plus emblématiques est celui du Mercosur, créé en 1991 par le Brésil, avec pour objectif de faire contrepoids à l'hégémonie américaine. Le géant brésilien ainsi que l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay en constituaient ses premiers membres. Mais l'organisation s'est peu à peu ouverte à presque l'ensemble de l'Amérique latine, sous exception du Venezuela. Son développement est né de la volonté de permettre l'ascension politique, économique et sociale des pays du sous-continent. Au fil des ans, le Mercosur est devenu l'un des blocs commerciaux les plus importants et les plus dynamiques au monde, représentant une part significative du PIB et du commerce mondial. L'objectif principal du Mercosur est de créer un marché commun entre ses membres en éliminant les barrières tarifaires et en favorisant la libre circulation des biens, des services et des facteurs de production. Et bien que l'organisation ait rencontré des défis et des obstacles tout au long de son histoire, elle continue de jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'intégration régionale en Amérique du Sud et dans le renforcement des liens entre ses membres. Au-delà du Mercosur, on observe la création de nouvelles organisations régionales. Dans le prolongement d'une volonté de coopération, la communauté des États latino-américains et caribéens a été créée. Ce forum de coopération régionale regroupe tous les pays indépendants de l'Amérique latine et des Caraïbes, à l'exception de Porto Rico, et compte actuellement 33 membres. L'objectif principal de cette organisation est de renforcer la coopération et l'intégration entre ses membres sur la base du respect mutuel, de la solidarité et de la complémentarité. Sa particularité réside dans son caractère exclusivement latino-américain et caribéen, excluant la participation des États-Unis. Cela permet aux pays membres de discuter des questions régionales sans influence directe des puissances extérieures. Aujourd'hui, il semble que des dirigeants issus de ce que l'on considère autrefois comme l'arrière-cour des États-Unis soient désormais à la tête de projets visant à contrer l'influence américaine. La marée rose, symbolisée par l'ascension au pouvoir de plusieurs gouvernements de gauche, à commencer par celui d'Hugo Chavez à la fin des années 1990, a contribué à l'affaiblissement de l'influence des États-Unis. Hugo Chavez était président du Venezuela de 1999 jusqu'à sa mort en 2013. C'était une figure emblématique du mouvement bolivarien en Amérique latine. Ce mouvement prône une forme de socialisme démocratique, mettant l'accent sur la justice sociale, la souveraineté nationale et la solidarité régionale en Amérique latine. Son gouvernement a ainsi mis en œuvre des politiques socialistes, nationalisé certaines industries clés et a souvent adopté une rhétorique anti-américaine forte, contribuant ainsi à remettre en question l'hégémonie américaine dans la région. Afin de contrer les initiatives d'intégration régionale promues par les États-Unis, Hugo Chavez crée l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. L'Alliance assume des positions de défense des droits de la terre-mère et des droits de l'homme pour le rétablissement de la paix et de l'autodétermination des peuples. Elle compte aujourd'hui 10 membres, tels que Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. Cette alliance politique, économique et sociale cherche à promouvoir un commerce équitable et solidaire entre ses membres en mettant l'accent sur le développement des secteurs économiques prioritaires tels que l'agriculture, l'énergie et les ressources naturelles. En plus de cette coopération, l'ALBA vise à renforcer la solidarité politique entre ses membres en rejetant l'ingérence étrangère et en soutenant les gouvernements progressistes de la région. Cela est illustré par le discours de Hugo Chavez à l'Assemblée générale des Nations unies en 2006. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar.
Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Ce discours témoigne d'une position anticonformiste vis-à-vis de l'hégémonie américaine en Amérique latine. Les déclarations provocantes de Chavez marquent une rupture avec la relation historique entre le Venezuela et les États-Unis. En réponse aux tensions, de nombreux pays d'Amérique latine ont alors cherché à diversifier leurs relations diplomatiques et à renforcer leurs liens avec d'autres acteurs internationaux. L'Amérique latine a désormais les moyens, la motivation et le leadership nécessaires pour accroître sa distance par rapport à Washington. De fait, la croissance économique de l'Amérique latine, sous impulsion du Brésil, et la consolidation démocratique ont engendré une nouvelle confiance diplomatique. Les pays latino-américains ont ainsi cherché à élargir leurs partenariats commerciaux et leurs investissements au-delà des États-Unis, réduisant leur dépendance vis-à-vis de l'économie américaine et affaiblissant l'emprise des États-Unis sur la région. Les économies émergentes, telles que la Chine et la Russie, ont joué un rôle important dans ce processus. La Chine est devenue un partenaire commercial majeur pour de nombreux pays d'Amérique latine, offrant des opportunités d'exportation de matières premières et d'investissement dans divers secteurs économiques. Cette expansion des liens économiques a offert une alternative attrayante aux relations avec les États-Unis, permettant aux pays latino-américains de diversifier leurs marchés d'exportation et leurs sources de financement. Si l'influence des États-Unis est en perte de vitesse, c'est aussi dû à l'émergence de nouveaux partenaires commerciaux. Zoomons à présent sur l'évolution des relations entre l'Amérique latine et leurs nouveaux partenaires privilégiés, la Chine et la Russie. Les premières relations entre la Chine et l'Amérique latine sont apparues au début des années 70 lorsque Richard Nixon, alors président, se rendit à Pékin pour saluer le président chinois Mao Zedong. Ce geste influença par la suite toute l'Amérique latine à reconnaître la République populaire de Chine. À cette époque, les relations Chine-Amérique latine n'étaient entretenues que par des échanges commerciaux de faible envergure. C'est à partir de 2001, lorsque la Chine rejoint l'Organisation mondiale du commerce, que les relations s'intensifient progressivement. Au cours des 20 dernières années, la Chine a considérablement renforcé ses liens commerciaux avec l'Amérique latine. En effet, selon les données de l'OMC, sur la période 2004-2019, l'exportation aurait été multipliée par 9,6 et les importations par 7,6. Pour vous donner une idée de l'importance de ce que cela représente en dollars, voici un graphique représentant les imports-exports de l'Amérique latine vers la Chine entre 2004 et 2019. Ce graphique nous montre une évolution très importante des relations commerciales, mais aussi l'importance du déficit de la balance commerciale des pays d'Amérique latine dans cette relation. D'après les données de l'OMC, ce déficit aurait atteint un pic de 84 milliards de dollars en 2015, mais nous pouvons observer une baisse tendancielle au fil des années, atteignant 5,5 milliards de dollars en 2019. Cependant, ce déficit reste très important et variable selon les pays de la zone. En effet, en 2019, si nous prenons l'ensemble de l'Amérique latine, la région a connu un excédent commercial de 22 milliards. Sur cette même année, le Mexique, principalement, a présenté une balance déficitaire de 68 milliards de dollars. Comment expliquer une telle différence? Premièrement, comme nous le montre le tableau, les exportations de l'Amérique latine vers la Chine et le reste du monde sont essentiellement composées de matières premières. Cette spécificité favorise davantage les pays possédant des ressources naturelles, comme le Brésil, le Pérou, l'Uruguay et le Chili, qui sont les seuls pays d'Amérique du Sud ayant connu un excédent vis-à-vis de la Chine en 2019. Le Mexique, étant plus spécialisé dans les produits manufacturés à bas coût, il se place donc dans un système de production similaire et entre donc en concurrence. De plus, depuis la déclaration du président Xi Jinping, en 2015, intégrant l'Amérique latine dans le projet Belt Road Initiative, ou Route de la soie en français, les méga-projets financés par la République populaire de Chine ne cessent d'augmenter, comme nous le montre cette carte. Effectivement, nous pouvons constater que, depuis 2002, de nombreux projets de grande envergure, comme des ports, des aéroports,
Des voies de chemin de fer ont été réalisées partout en Amérique latine. D'autres projets sont en cours de construction. La Chine souhaite également sécuriser les ressources stratégiques utiles à ses besoins intérieurs, comme les hydrocarbures, les ressources minérales et les productions alimentaires. Cette politique de sécurité est visible lors de l'analyse des prêts accordés au pays. 68% d'entre eux sont dédiés au secteur de l'énergie et des matières premières. Cette stratégie permet aux entreprises chinoises de s'implanter sur de nouveaux marchés. Plusieurs barrages et centrales hydrauliques ont ainsi été bâtis par des sociétés chinoises dans la forêt amazonienne et en Patagonie. En 2019, proche de Buenos Aires, la Chine a financé une installation nucléaire à hauteur de 8 milliards de dollars. Selon la déclaration du gouvernement chinois, sur l'année 2023, plusieurs milliards de dollars ont été investis dans la production de lithium en Bolivie. Cet alcalin est indispensable à de nombreuses technologies phares de la transition écologique. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Madame Li Baong, ambassadrice de la Chine au Brésil. Bonjour Madame. Bonjour, enchantée, c'est un plaisir. Nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau aujourd'hui pour parler des diverses implications de la Chine sur le continent. Un plaisir partagé. Alors pour commencer, on a constaté depuis plusieurs années maintenant une présence de plus en plus importante de la Chine sur l'Amérique latine. Pouvez-vous nous parler de vos divers investissements? Donc notre président et d'autres dirigeants chinois se sont alors rendus fréquemment dans des pays en Amérique latine. Et ces visites, elles permettent en fait d'entretenir des liens étroits avec les différents dirigeants. Et concrètement, on a établi plusieurs partenariats dans des secteurs clés, que ce soit l'énergie, les transports, des partenariats qui seront avantageux pour les deux parties. Et en plus de ces projets économiques, on a également consacré 10 milliards de dollars par an à la création d'institutions Confucius dans les pays d'Amérique latine. Et vous connaissez sans doute ces institutions, mais elles proposent en fait des diplômes de premier cycle et de niveau avancé en langue et culture chinoise et organisent en parallèle des échanges culturels, ce qui permet de réellement promouvoir la culture chinoise. Alors, qu'en est-il du développement militaire, si vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. La Chine a développé ses liens avec les armées des différents pays d'Amérique latine. Et donc notre nation propose maintenant des partenariats militaires et des programmes de formation, ce qui a permis de réellement créer de fortes relations avec les officiers latino-américains. Nous n'avons pas encore établi de base militaire en Amérique latine, mais nous avons tout de même créé ce qu'on appelle des points forts stratégiques pour fournir un accès et un approvisionnement naval. Nous possédons donc maintenant 7 installations portuaires au Mexique, 3 au Panama, 3 aux Bahamas et une à Buenos Aires en Argentine. Nous sommes aussi engagés dans des projets de construction portuaire au Brésil, au Pérou, en Équateur ou encore en Jamaïque. Et en termes de matériel militaire, nous avons vendu pour plusieurs millions de dollars des avions, des véhicules, des fusils d'assaut et d'autres matériels militaires à la Bolivie et à l'Équateur. D'accord. Pouvez-vous notamment nous donner plus de détails concernant la conquête spatiale de l'Amérique latine et plus précisément comment la Chine intervient-elle dans les pays d'Amérique latine justement pour se développer dans ce secteur? Oui, c'est vrai que c'est un autre point qu'on a mis en priorité, cette collaboration en fait spatiale. Et donc dans le cadre de son développement, nous cherchons en effet à impliquer l'Amérique latine et les Caraïbes dans une coopération spatiale. Nous établissons des liens étroits avec plusieurs pays de la région en renforçant ainsi nos relations depuis au moins 2 décennies. Et en 2021, notre nation est devenue le 2e investisseur dans le secteur spatial de la région. Et elle a également contribué à la création de l'Agence spatiale latino-américaine
et caribéenne lors d'un sommet de la CELAC au Mexique. Et en Amérique latine, nous collaborons avec les entités gouvernementales et les entreprises pour développer, lancer et exploiter des satellites en établissant des centres de contrôle au sol et des formations personnelles. Ce sera tout. Merci de nous avoir donné de votre temps. Je vous remercie pour ces informations très pertinentes. Et je vous dis, Avec plaisir. La Russie est donc parvenue depuis les années 2000 à tisser des relations avec la région Amérique latine. Ces relations sont divisées en 3 objectifs principaux. Premièrement, elles visent à prendre appui sur des régimes considérés comme autoritaires. Deuxièmement, ces relations ont pour objectif de développer les différents secteurs économiques préférentiels de la Russie comme l'énergie ou l'armement. Pour finir, le dernier objectif est de posséder des extensions diplomatiques sur des territoires proches des États-Unis. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Monsieur Lavrov, bonjour. Pourquoi portez-vous maintenant cette volonté de collaborer activement en Amérique latine? Bonjour et merci pour votre accueil. Notre pays a toujours eu des relations très importantes avec l'Amérique latine et surtout depuis l'installation de M. Poutine au sein de notre gouvernement. Et nous avons voulu renforcer notre présence et notre soutien à l'Amérique latine à travers des forums multilatéraux, des forums avec les pays exportateurs de gaz, mais aussi de travailler main dans la main pour contrer la sphère d'influence des États-Unis. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment pouvoir contrecarrer le contrepoids de l'hégémonie occidentale. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment renforcer cette présence. Nous avons donc, et nous voulons travailler avec tous les pays, mais bien entendu, nous nous rapprochons des pays qui ont une vision politique plus proche à la nôtre, notamment par exemple avec le Cuba, avec qui nous avons une ressemblance idéologique. Et nous avons donc travaillé dans l'exploitation du pétrole dans le golfe du Mexique, mais aussi dans l'extraction du nickel. Et parce que nous avons aussi cette vision de pouvoir faire un contre l'Occident. Donc c'est très important pour nous, mais c'est très crucial aussi de travailler avec d'autres acteurs comme le Venezuela, avec qui nous avons encore une fois cette vision idéologique, mais avec qui nous faisons aussi des accords économiques, militaires et pétroliers. Et nous avons par exemple la présence d'une de nos entreprises qui est très importante pour nous, est présente dans le pays qui a 13% du parc énergétique pétrolier vénézuélien. Nous avons investi de plusieurs façons, notamment 11 milliards de dollars en armement dans le pays pour soutenir la situation actuelle, mais aussi future. Et pour cela, nous avons continué à chercher d'autres acteurs, d'autres pays avec qui nous pourrions réaliser des partenariats, par exemple au Nicaragua et au Pérou. L'exemple du Nicaragua est très important puisque nous pensons à construire un canal qui ferait concurrence avec celui de Panama. Mais nous avons aussi continué à renforcer notre présence avec le secteur militaire et nous avons aussi mis beaucoup d'importance pour le développement. Et actuellement, nous pensons que notre relation avec ces pays et avec le reste du continent prend beaucoup plus d'ampleur et nous espérons que cela va continuer. À part donc ces pays que vous avez mentionnés et dont vous entretenez déjà de forts liens, y a-t-il des pays avec lesquels vous souhaitez vous rapprocher, des territoires dans lesquels vous voulez développer votre présence? Étant donné le fort développement de l'Amérique latine au cours de ces dernières années, nous avons vraiment voulu travailler avec plus de pays et surtout limiter l'influence néfaste et intéressée des États-Unis. Alors, nous souhaitons renforcer notre lien avec tous les pays et surtout depuis le fort développement de l'Amérique latine. Mais je pense que notre principal objectif est de vraiment collaborer dans le développement, mais aussi de limiter l'influence néfaste et intéressée des États-Unis. Et pour cela, je vais vous donner quelques exemples entre des centaines. Mais l'Argentine, nous avons réalisé des accords en énergie nucléaire, mais aussi des accords pour travailler sur les centrales électriques, mais encore avec la Bolivie, avec qui nous travaillons étroitement autour de la question du lithium.
Mais entre autres, nous avons aussi le Chili, le Brésil, avec qui nous travaillons pour mettre en place et pour créer des appareils militaires de défense. Et bien sûr, nous vraiment collaborons très proches avec ces pays pour contrer la menace des États-Unis. Même si nous sommes conscients qu'actuellement, nous avons aussi une concurrence présente de nos camarades chinois, mais nous aimerions aussi travailler avec eux et avec tous les nouveaux partenaires que nous pouvons établir en Amérique latine. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous et à une prochaine fois. Effectivement, depuis l'effondrement de l'URSS, les liens entre Cuba et la Russie ont pris une dimension économique. En 2013, le gouvernement russe a pris la décision de supprimer 90% de la dette de Cuba. Le Venezuela, de 2006 à 2013, achète pour plus de 11 milliards d'euros d'armes à la Russie. La crise économique, marquée par l'arrivée de Nicolás Maduro au pouvoir, a accentué la dette du Venezuela vis-à-vis des Russes. Le gouvernement vénézuélien s'est retrouvé dans une situation compliquée. Il s'est engagé avec la Chine, qui est son principal créancier, et avec la Russie, auprès duquel il achète 75% des exportations d'armes en échange d'investissements dans ses infrastructures pétrolières. Se retrouvant en incapacité de payer les royalties des compagnies pétrolières russes implantées dans le golfe du Venezuela, le pays a dû payer en livraison d'or noir. Nous connaissons désormais les intérêts politiques de ces relations, le développement économique qu'elles apportent, mais quelles en sont les limites? Quels sont leurs impacts sur la stabilité régionale de l'Amérique latine? Premièrement, les liens étroits qu'entretiennent la Chine et la Russie avec l'Amérique latine sont ancrés avec certains pays à la gouvernance autoritaire, voire dictatoriale, comme le Nicaragua de Daniel Ortega. Deuxièmement, dans le cas de la Russie, les échanges commerciaux préférentiels sont ceux du secteur de l'armement. Avec l'exemple du Venezuela, le matériel militaire est donc fourni directement à un régime instable. Troisièmement, certains pays n'ayant pas les financements et les infrastructures nécessaires pour exploiter leurs ressources se voient contraints d'engager des entreprises étrangères. Par exemple, la majorité du lithium bolivien est exploité par la Russie et la Chine, du même pour Cuba et son pétrole. Cet accaparement des ressources des deux grandes puissances ne fait que rendre les plus petites dépendantes. Pour finir, les échanges commerciaux sont souvent asymétriques et les prêts accordés par les deux grandes nations ne sont jamais remboursés. Les deux emprunteurs sont alors piégés dans des dettes qui seront remboursées par la livraison de matières premières. Comme nous l'avons vu, le continent américain est riche et complexe. De nombreux pays jouent aujourd'hui la carte de la neutralité et se servent de leur puissance économique ou des alliances qu'ils ont forgées pour garantir leur indépendance. Zoomons sur les cas les plus représentatifs de ce non-alignement moderne. Après une période de guerre au milieu du XIXe siècle, qui vit l'annexion du Texas par les États-Unis, les relations se sont progressivement améliorées. Le Mexique est, de par sa géographie, un allié naturel du géant américain. Portés par leur forte croissance économique, les États-Unis investissent massivement dans les infrastructures comme le chemin de fer, les ports, les mines, le pétrole, le textile, les plantations et l'industrie. Ces bonnes relations aboutissent à l'adoption de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, en 1994, devenu l'accord Canada-États-Unis-Mexique en juillet 2020, réduisant fortement les droits de douane entre ces pays. Les investissements états-uniens permettent au Mexique de garantir l'emploi dans les maquiladoras qui fleurissent près de la frontière avec une main-d'œuvre 3 fois moins chère que celle des États-Unis. Bien que le Mexique ne compte pas de constructeur automobile national, 80% des véhicules assemblés sont destinés à l'exportation, principalement vers les États-Unis, 62,2%, et le Canada, avec 10,5%. Mais cette relation est grandement entachée par des problèmes sécuritaires liés notamment au narcotrafic et à l'immigration. Avec une frontière de près de 3145 km s'étendant du golfe du Mexique à l'océan Pacifique, la zone est aujourd'hui la plus dynamique de la planète, avec des flux légaux et illégaux, humains et de marchandises dans les deux sens. À l'est de cette frontière, le poste frontière de Tijuana est le plus fréquenté au monde. La lutte contre les flux illégaux est source de discorde, mais aussi de coopération, et elle fait l'objet d'une surveillance importante depuis les années 1990 par la société United States Border Patrol.
Entre 2001 et 2017, les États-Unis ont ainsi dépensé plus de 100 milliards de dollars dans la militarisation de leurs frontières avec le Mexique. Sous la présidence Trump, le ton est monté entre les deux voisins. Le président américain a menacé d'appliquer des droits de douane de 5% sur tous les produits importés du Mexique, puis de les relever dans les mois suivants jusqu'à 25%, dans le cas où les autorités mexicaines n'agiraient pas pour freiner l'immigration clandestine à la frontière avec les États-Unis. Le Mexique n'a pas attendu que ses relations avec son voisin du Nord ne se tendent pour trouver d'autres partenaires commerciaux, afin de garantir leur statut de neutralité et d'indépendance. Le Mexique est devenu la seconde destination des exportations chinoises en Amérique latine, derrière le Brésil. La Chine est le deuxième partenaire économique du Mexique, après les États-Unis. Mais la relation reste fortement asymétrique, avec un déficit mexicain de 50 milliards de dollars. Comme l'explique Juan Carlos Rivera, spécialiste de l'Asie à l'Institut technologique de Monterrey, la Chine veut faire du Mexique une plateforme d'exportation de ses produits aux États-Unis et en Amérique latine. La volonté d'indépendance du Mexique peut s'expliquer par son histoire marquée par les interventions étrangères. À partir des années 1930, le pays développe la doctrine Estrada, symbole du non-interventionnisme mexicain. Cette politique s'illustre par la volonté du gouvernement de Mexico de maintenir sa représentation diplomatique, quel que soit le caractère et l'orientation politique des gouvernements établis. Cette indépendance du Mexique agace au plus haut point les États-Unis. Ainsi, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président Andrés Manuel López Obrador a certes condamné l'invasion russe, mais refuse de sanctionner Moscou. À cette occasion, le président mexicain a déclaré : « Le Mexique est un pays libre, indépendant, souverain. Nous ne sommes une colonie ni de la Russie, ni de la Chine, ni des États-Unis. » Un autre acteur majeur du continent est le Brésil de Lula. Présent entre 2007 et 2010 comme médiateur pour les accords nucléaires entre l'Iran et les États-Unis, le chef d'État brésilien de 77 ans joue sur les deux tableaux entre Washington et Pékin. Grand promoteur des BRICS, Lula y a dénoncé lors du dernier sommet la politique occidentale qui alimente la guerre en Ukraine. Fervent défenseur d'un tiers-mondisme, il appelle à l'abandon du dollar comme unique monnaie internationale d'échange. Le gouvernement brésilien maintient une position de neutralité dans le conflit en Ukraine, tout en ayant condamné l'invasion russe à l'ONU. Il faut dire que Brasilia est fortement dépendante des importations d'engrais russes sur son agro-industrie. Rien d'étonnant, donc, si Lula refuse depuis le début de la guerre l'adoption d'un train de sanctions contre la Russie et se montre indulgent avec Poutine. C'est toujours au nom de cette neutralité qu'il a refusé de fournir des munitions demandées par l'Allemagne à l'intention de l'Ukraine. Avec la dynamique entourant les BRICS, devenus depuis 2024 BRICS+, Washington constate la perte de son influence à toutes les échelles, car l'initiative du Brésil en faveur d'une monnaie commune, concurrente au dollar, est prise au sérieux. Nous ne voulons pas être un contrepoids au G7, au G20 ou aux États-Unis, a déclaré Lula. Nous voulons simplement organiser ce que l'on appelle le Sud mondial. Si par le passé, la convergence des positions diplomatiques latino-américaines a permis au continent de peser dans les affaires internationales et de lutter contre la périphérisation et la marginalité internationale, il apparaît aujourd'hui que ces mêmes États n'avancent plus aussi unis. En effet, les prises de position vis-à-vis de l'invasion russe en Ukraine ne sont pas homogènes, et ce, dès 2014, lors de l'annexion de la Crimée. Si la Colombie, le Costa Rica, le Mexique et le Pérou avaient voté en faveur d'une condamnation de la Russie, l'Argentine, le Brésil et l'Équateur s'étaient abstenus. La Bolivie, Cuba, le Nicaragua et le Venezuela avaient quant à eux rejeté la résolution en conformité avec leur très grande proximité vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine et d'une stratégie d'opposition ou de contestation systématique du multilatéralisme. Les votes de cette résolution ont largement préfiguré les divergences contemporaines observées après le début de la guerre en Ukraine. Dans la dernière décennie, l'Amérique latine a connu une recrudescence de crises de différentes natures. Depuis les contre-coups de la crise économique et financière globale, 2008-2009, à la recrudescence des coups d'État ou ruptures d'ordre constitutionnel,
Honduras 2009, Paraguay 2012, Venezuela 2015 et Brésil 2016, de soulèvements populaires, Chili, Équateur et Colombie en 2019, aux troubles post-électoraux, Honduras 2017, Bolivie 2020, en passant par la multiplication des affaires de corruption, les démocraties latino-américaines ont été mises à rude épreuve. Elles sortent fragilisées de cette décennie, affaiblies sur le plan institutionnel et en proie à une délégitimation constante par les citoyens. Dans un tel contexte, certains grands États du continent ont été contraints de réviser à la baisse leurs ambitions diplomatiques. Les États latino-américains s'inscrivent dans une dynamique où le rapprochement avec la Chine et la Russie se justifie par une stratégie de soft balancing, ou rééquilibrage en français, de la puissance états-unienne dans le but de promouvoir leur autonomie. Cette stratégie a été manifeste pendant la pandémie, notamment pour accéder aux vaccins anti-Covid-19. Pour autant, cette stratégie, qui a produit des résultats en matière de régulation sanitaire pendant la pandémie, s'avère aujourd'hui fortement stigmatisante et se retourne contre les États qui ont cherché à la développer. Les grands États latino-américains comme le Brésil et le Mexique, tout comme d'autres États dits du Sud global, notamment africains, se trouvent face à un dilemme similaire. Ne pas condamner la Russie et s'opposer à une stigmatisation internationale ou condamner et se priver de ressources nécessaires à la consolidation d'une autonomie stratégique. Aussi, la position diplomatique ne découle plus tant d'un simple arbitrage des coûts et avantages de l'alignement face aux États-Unis que d'une évaluation stratégique des coûts et avantages d'une palette élargie de postures diplomatiques disponibles. Si l'échiquier diplomatique régional n'est désormais plus sous l'emprise d'une seule puissance, mais face à la présence d'une plus large palette d'acteurs extra-régionaux, Chine, Russie, Inde, etc., cette nouvelle ouvre autant d'opportunités diplomatiques que d'incertitudes quant aux stratégies diplomatiques et au rôle que pourront jouer dans les années qui viennent les États du continent, d'autant plus lorsque ceux-ci avancent désunis et fragilisés par des crises multiples. La question palestinienne est aussi un point majeur de confrontation entre l'Amérique latine et la position des États-Unis. L'histoire ne pardonnera pas aux indifférents, a averti le président cubain Miguel Díaz-Canel au sujet des opérations militaires menées par Israël contre Gaza. Près de 10 000 kilomètres séparent les côtes latino-américaines des terres palestiniennes, mais de la Havane à Santiago, le regain de violence au Proche-Orient suscite des prises de position d'autant plus fortes qu'elles sont rares. Le continent sud-américain abrite une importante diaspora palestinienne, dont l'évaluation varie de 600 000 à 1 million de personnes, avec une forte présence au Chili, où vit la plus grande communauté en dehors du Proche-Orient. Excepté le Panama, l'ensemble des pays du continent reconnaissent l'État de Palestine. L'attitude du Brésil au sujet de la guerre à Gaza a parfois surpris, étant donné l'engagement internationaliste reconnu du président Lula. Se joignant au cœur des nations occidentales, ce dernier a immédiatement dénoncé les attaques terroristes du Hamas, tout en plaidant pour des négociations en vue d'une solution à deux États, une perspective de paix dans l'impasse mais que la plupart des pays latino-américains réclament pour tenter de sortir de l'engrenage de la violence. C'est que le Brésil, qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité au mois d'octobre, est candidat pour y obtenir un siège permanent. Il propose, le 18 octobre, une timide résolution, bloquée par l'habituel et prévisible veto américain, demandant des pauses humanitaires alors qu'Israël bombarde les civils gazaouis auxquels Tel Aviv impose un siège les privant d'eau, de nourriture, d'électricité et de carburant après 16 ans de blocus, 3 guerres et une société asphyxiée dans tous les domaines. Le texte de la résolution condamne tous les actes de violence et d'hostilité dirigés contre les civils, ainsi que tous les actes de terrorisme, notamment les attentats terroristes odieux perpétrés par le Hamas et la prise d'otages civils. Ces pays ont donc fait le choix de la théorie du non-alignement actif. Est-elle pertinente pour le développement de la région et son insertion internationale ? En 2020, un ouvrage intitulé Politique étrangère latino-américaine dans le nouvel ordre international, l'option du non-alignement actif, coécrit par l'ancien ambassadeur chilien Jorge Hein, le politologue Carlos Fortín et l'économiste Carlos Ominami, eut un fort ralentissement dans les milieux académiques et politiques latino-américaines.
Partant du constat de l'accroissement de la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis, les auteurs réfléchissent aux meilleurs moyens pour les pays latino-américains d'éviter d'être pris en tenaille par cette nouvelle réalité géopolitique. Le raisonnement des auteurs repose sur la capacité supposée des gouvernements de la région de construire une politique étrangère refusant d'être intégrée dans une quelconque sphère d'influence, soit-elle américaine ou chinoise. En diversifiant les partenariats en fonction d'agendas spécifiques, commerce, défense, industrie et technologie, les pays latino-américains pourraient tirer un meilleur profit de la multipolarisation des relations internationales. En ce sens, le non-alignement actif latino-américain ressemble fortement au multi-alignement, conceptualisé par le ministre indien des Affaires étrangères, Subramaniam Jaishankar. Néanmoins, chacun des pays latino-américains dispose d'une insertion internationale particulière, ce qui limite la formulation d'une telle politique à l'échelle du sous-continent, qui plus est, dans un contexte de radicalisation de la rivalité sino-américaine. L'invasion russe de l'Ukraine a montré l'hétérogénéité des positionnements de l'Amérique latine. Des pays alliés à la Russie, Cuba, Venezuela et Nicaragua, coexistent avec d'autres au positionnement moins clair, Mexique, Argentine ou Colombie, ou alliés aux États-Unis, Chili et Uruguay, sans qu'il n'existe de véritable alliance au niveau régional. Et c'est déjà la fin de cet épisode dans l'œil du cyclone. L'Amérique latine est parvenue à s'extraire de l'ère d'influence des USA et a pour cela lié des partenariats commerciaux avec d'autres puissances. Les pays d'Amérique du Sud se sont aussi consolidés régionalement afin de peser sur l'échiquier mondial. Comme nous l'avons vu, il est désormais impossible de considérer le continent comme un acteur homogène. À l'heure de la résurgence des conflits comme en Ukraine avec la confrontation entre l'Occident et la Russie, et rappelant la logique de bloc de la guerre froide, il y a fort à parier que l'Amérique latine s'engage dans une troisième voie, celle de l'indépendance et de la neutralité. Continuez à explorer et à vous informer sur les événements qui façonnent notre monde et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle expédition dans la géopolitique mondiale. Merci de nous avoir suivis et à très vite, générique! Bien cordialement.